Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Afrophilo. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos. Laissez un pouce bleu et partagez massivement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des relations qu'a entretenues la Troisième République avec les acteurs du panafricanisme réformiste. Toutes ces relations d'assimilation que nous avons vues avec Blaise Diagne et Senghor plus tard. Mais avant cela, j'aimerais vous faire une petite introduction qui fera date. Aujourd'hui, quand on parle de la gauche en général, on pense diversité, défense des minorités, etc. Contrairement à la droite, les grands méchants. Cependant, de temps en temps, il y a quelques petits malins qui viennent rappeler que la colonisation a été un projet de gauche. Et effectivement, c'est le cas. Les races supérieures ont le droit, que dis-je, le devoir de civiliser les races inférieures auxquelles j'appartiens bien évidemment. Et de temps en temps, on voit des élus socialistes aller rendre hommage à Jules Ferry. Alors, tout le monde s'indigne, et les gens se demandent comment se fait-il que la gauche, qui est aujourd'hui pour la diversité, à l'époque, était à l'origine de la colonisation. Lors d'une chronique précédente, nous avons déjà évoqué la naissance de la bourgeoisie. Comment, dans la société européenne, la bourgeoisie est apparue comme nouvelle classe sociale qui a bouleversé les choses. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous conseille d'aller le voir avant de suivre la suite de mon propos. Alors, qu'en est-il donc des origines de la Troisième République, de la colonisation et de la gauche? Alors, il faut savoir qu'historiquement, en Europe, en général, et en France en particulier, au moment de la Révolution française, il y avait principalement deux forces qui s'opposaient. Une force dite de droite, qui était conservatrice, pour qu'on conserve en gros le système monarchique avec les privilèges liés à la noblesse, etc. Et d'un côté, il y avait un groupe de progressistes qui étaient pour l'abolition des privilèges et qui étaient pour l'égalité du moins juridique. D'ailleurs, c'est de cette opposition que viennent les termes droite et gauche. En effet, à l'Assemblée nationale, les conservateurs s'asseyaient à droite et les progressistes s'asseyaient à gauche, d'où l'origine de gauche et droite. Donc pour résumer, la droite c'était plutôt les conservateurs monarchistes qui voulaient rester dans le système monarchiste, et à gauche c'était des progressistes qui souhaitaient l'avènement de la République. Mais les choses étant bien évidemment un peu plus compliquées que ça, vous vous doutez bien que dans chaque parti, que ce soit à droite ou à gauche, il y avait bien évidemment des ailes plus extrémistes et des ailes plus modérées. À gauche, il y avait donc une aile de progressistes, on va dire extrémistes, et une aile de progressistes plutôt modérés. Suite à la Révolution française qui aboutira à, on va dire, une prise de pouvoir par les progressistes, puisque le système monarchiste va sombrer avec la mort du roi, l'opposition profonde entre les progressistes extrémistes, on va dire, et les progressistes modérés se fait jour. Qu'est-ce qui opposait les progressistes extrémistes et les progressistes modérés? Les progressistes extrémistes, ils étaient des populistes. Ils voulaient non seulement l'égalité juridique, mais ils voulaient également l'égalité sociale ou l'égalité économique. Ils étaient donc pour la limitation du prix des ventes de certaines denrées alimentaires. Ils étaient pour une limitation de la propriété privée pour pas qu'il y ait trop d'accumulation de la propriété privée. De l'autre côté, les progressistes modérés, ils étaient plutôt libéraux, donc pour l'entrepreneuriat libre. Ils étaient plutôt pour la liberté du commerce. N'importe qui peut fixer les prix comme il le veut. Ils étaient donc contre la limitation du prix des denrées alimentaires, de la farine, du pain, etc. Et ils étaient surtout pour la sacralisation de la propriété privée. La propriété privée est sacrée et inaliénable, et personne ne peut toucher à la propriété privée. C'est un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. À l'égard de l'État, elle affirmait que l'État ne doit jamais intervenir dans les questions économiques, c'est-à-dire ne doit pas s'interposer entre l'employeur et l'employé, ne doit rien faire sur les salaires, c'est-à-dire sur les marges bénéficiaires, rien faire sur la durée du travail. Mais ce même État, auquel on interdit de s'occuper des affaires économiques, est là pour répandre ses bienfaits sur la bourgeoisie elle-même, c'est-à-dire pour lui donner des concessions de mines, il y en avait encore, et pour lui donner l'exclusivité des grands travaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Lors de la Première République, ce sont les progressistes extrémistes qui ont réussi à prendre le pouvoir et à déclarer la Première République. La première chose qui a été faite lors de la déclaration de la Première République, donc, a été de déclarer le suffrage universel. Tout le monde avait le droit d'aller voter de manière égale. Le prix des denrées alimentaires a été donc limité. C'est ce qu'on appelait le maximum. Et différentes mesures ont été mises en place pour limiter l'accumulation des richesses. Vous vous doutez bien que les progressistes modérés n'étaient pas d'accord. Par la suite, donc, la Première République prend fin suite à une succession d'événements qui emmènent jusqu'au coup d'État de militaires qui prend le pouvoir. Suite à la prise de pouvoir de ce militaire, il se fait donc empereur, un peu comme Bokassa. La France devient donc un empire, et le courant progressiste modéré se retrouve plus ou moins dans cet empire dans la mesure où ils peuvent faire leur business tranquillement. Il faut juste rappeler que sous la Première République, lorsque les extrémistes, les progressistes extrémistes ont pris le pouvoir,
ils ont, pour le coup, déclaré également la fin de l'esclavage. Nous sommes alors dans les années 1794. Tous les hommes, naissent et demeurent égaux et libres, égaux en droit et libres. Ben, Robespierre s'aperçoit qu'il y a un démenti, un triple démenti et outrageant à l'égard de cet engagement. Je rappelle que tous les hommes, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Libres. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait des Noirs pourtant? Il y avait des Noirs dans nos colonies. Nos colonies étaient plus grand nombre, plus en grand nombre. C'était les Antilles. Mais là, il y avait un lobby colonial très puissant et qui voulait surtout qu'on ne touchât pas à l'esclavage là-bas et qu'on laissât esclaves des gens qui nourrissaient ce fameux lobby colonial. Mais par exemple, la famille Noailles, dans laquelle est entré par mariage un homme comme Lafayette. Il y avait des gens qui, en France, bénéficiaient considérablement du point de vue argent de l'esclavage dans des Noirs. Eh bien, ça, on n'en parle plus. Il y a une infraction élémentaire à la Déclaration des droits de l'homme. Lorsque l'Empire est mis en place, bien évidemment, avec en sous-marin les progressistes modérés, ils ont profité pour rétablir l'esclavage, parce que ça les arrangeait bien évidemment pour leur business. Alors, donc, les choses continuent à évoluer. Il y a une exploitation accrue de la population, puisque l'accumulation du capital n'est pas empêchée. On arrive à faire du business assez librement. Donc, les progressistes modérés sont plus ou moins contents sous l'Empire. Bien évidemment, la politique passe par là, les oppositions avec l'Angleterre, et l'Empire s'effondre. Ensuite, vient la Restauration. Bien évidemment, les choses étant un peu plus complexes, et du fait qu'il y avait bien évidemment toujours des gens de droite qui continuaient à siéger à l'Assemblée nationale, il finit par avoir une restauration de la monarchie, mais cette fois-ci, une monarchie constitutionnelle, un peu comme en Angleterre, avec des députés qui pouvaient voter des lois. On était déjà moins dans l'arbitraire de la monarchie absolue qu'il y avait avant la Première République. Donc dans ce contexte, les progressistes modérés se retrouvaient toujours. Nous sommes alors dans les années 1830. Les progressistes modérés continuent donc à faire leur business. Nous sommes à la grande époque du début du machinisme. On peut donc exploiter les enfants, faire travailler les enfants. Les horaires de travail ne sont pas limités. On travaille 12 heures, 14 heures par jour. Les plus pauvres sont écrasés. La situation est catastrophique. Vous n'imaginez pas en effet ce qui se produisait. Étant donné le machinisme qui s'était développé, il pouvait être extrêmement facile de confier le mécanisme d'une machine à un enfant qui avait quelques gestes à faire. Et l'enfant était payé le quart de l'adulte. Il y avait des enfants à partir de 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans, que l'on faisait travailler dans l'industrie. La mortalité de ces enfants était prodigieuse, mais comme ils étaient en très grand nombre et que le prolétariat faisait des tas d'enfants, alors ça permettait la constitution de fortunes géantes. Mais à Lille, il se passait ceci, que le prolétariat était souterrain. Le ghetto des pauvres, le ghetto des ouvriers, était dans des caves qu'on avait aménagées grossièrement. Les propriétaires faisaient payer une somme minime, c'est attendu, mais enfin une somme, pour ces enfants qui naissaient dans les caves dans des conditions inimaginables. Alors voici un chiffre qui a été fourni en 1847 à un enquêteur qui s'appelait Adolphe Blanqui. Eh bien, Adolphe avait fait une enquête sur la situation des classes industrielles en France. Il était allé à Lille et il avait vu le médecin, il y en avait un, le médecin de la municipalité de Lille. Et il avait tiré de ce médecin un chiffre que voici, sur 21 000 enfants nés dans les caves de Lille entre telle et telle année, sur 21 000 enfants, 10 ans plus tard, il en survit 600. Vous m'entendez bien, 600 sur 21 000. Eh bien, il faut savoir que des très grandes fortunes actuelles en France sont encore des fortunes qui sont nées de cette exploitation des enfants sous le règne de Louis-Philippe. Cependant, un certain nombre de gens commençaient à ouvrir les yeux sur cette condition des classes ouvrières en disant « ça ne peut pas durer ». La situation atteint son paroxysme dans les années 1840. En 1848, les progressistes extrémistes disent que c'est trop. En effet, ils mettent la population dans la rue, il y a une crise majeure, la Deuxième République est proclamée. Donc les progressistes extrémistes reprennent la main, un peu comme ça s'est passé finalement pour la Première République, mais avec beaucoup moins de sang. Suite à cette prise en main du pouvoir des progressistes extrémistes, le déroulement de la vie politique, qui se veut à présent démocratique, emmène, par la voie des élections, un des descendants de l'ancien militaire qui s'est fait empereur à reprendre le pouvoir. Il fait la même chose que son ancêtre et il rétablit l'Empire. Le 2 décembre, c'est le coup d'État qui va permettre à Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, de se transformer en dictateur et en empereur. Nous sommes alors dans les années 1850, et bien évidemment, sous l'Empire, vous le savez déjà, les progressistes modérés continuent à faire le business. Magnifique, vous savez, vraiment magnifique. C'est une restauration perfectionnée de la dictature bourgeoise à partir de 1851. On
ne peut pas imaginer mieux. Enfin, c'est à ce moment-là où prolifèrent les grandes sociétés bancaires. On voit apparaître le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier, le Crédit Immobilier, la Société Générale. En 1867, les sociétés anonymes vont voir leur existence ratifiée par la loi. Enfin, il n'y a rien de mieux. Donc on continue à exploiter les pauvres, l'accumulation de la propriété privée, le machinisme, le travail des enfants, etc. Un enfant avec une machine était capable de faire le même travail qu'un homme. Alors des masses de gosses, vous n'imaginez pas, enfin des quantités de gosses, entre 5 ans, 6 ans et 12 ans, 13 ans, étaient là devant les machines, faisaient le travail d'un mâle, mais ils étaient payés au quart, ce qui va permettre la constitution de fortunes incroyables, une opulence prodigieuse. Alors, travail des enfants. Eh bien, ce travail des enfants, bien qu'une loi de 1841 ait prétendu le contrôler, sachez qu'en 1868, il y avait 99 150 enfants entre 5 ans et 12 ans dans les usines. Ça continuait donc à rapporter. En 62, je crois, oui, en 62, Haussmann, le baron Haussmann, l'urbaniste de Paris, il avait été chargé d'un rapport. Et le baron Haussmann, en 1862, disait que dans la population parisienne, Paris, qui comptait à ce moment-là 1 700 000 habitants, et ben voici les termes du baron Haussmann. Sur 1 700 000 habitants, plus d'1 million sont dans une pauvreté voisine de l'indigence. C'est à cette époque que plein d'intellectuels commencent à apparaître pour dire c'est pas possible. On ne peut pas continuer à exploiter la population de cette manière. Les progressistes extrémistes sont dans tous leurs états. Ils commencent à avoir des mouvements anarchistes pour arrêter cette exploitation de la population. Et c'est à ce moment qu'un intellectuel dont vous avez tous entendu parler émerge. Il s'appelle Karl Marx. Il propose de faire une analyse de l'économie politique du système capitaliste qui ont mené à cette situation. Bien évidemment, l'économie capitaliste, vous avez compris, c'est le fer de lance des progressistes modérés. Donc, il écrit Le Capital, il crée un parti politique qui s'appelle l'Internationale, et toute cette ambiance pousse les mouvements progressistes extrémistes à sortir de la rue et à faire du tapage. D'autre part, depuis 1864, il s'est créé à Londres l'Association internationale des travailleurs, ce que l'on appellera ensuite l'Internationale. Cet international, qui veut défendre la classe ouvrière, commence à faire des petits, si je puis dire, en France. Et il paraît même qu'en 1869, à la fin de 69, le chiffre est incertain, mais il paraît qu'ils étaient environ 60 000 adhérents dans la classe ouvrière française à l'international. C'est grave, hein? Cela atteint une fois de plus son paroxysme dans les années 1870 en France. Vous vous souvenez, la dernière fois, c'était en 1848, et l'occasion de la défaite de la France face à la Prusse. Et vous savez, l'empereur français a été capturé suite à une défaite à Sedan. Et donc à Paris, les progressistes extrémistes proclament la Troisième République, un peu comme les fois d'avant. Mais cette fois-ci, ça ne se passe plus comme avant, parce que les bourgeois, les progressistes modérés, ils réussissent à faire un coup de force et ils reprennent le pouvoir. Ainsi, par une succession de coups de force, nous sommes en 1870, les progressistes modérés réussissent à faire taire les progressistes extrémistes, c'est ce qu'on appelle en France la Commune de Paris, et donc les progressistes modérés sortent triomphants. Ainsi démarre la Troisième République, qui est en réalité la première république proprement dominée par les progressistes modérés. La bourgeoisie atteint donc son paroxysme, toutes les exploitations dont je vous parlais précédemment, l'accumulation du capital, le fait de faire travailler des enfants, le fait que dans les manufactures, dans les mines, les gens sont exploités, les salaires sont très bas, etc. Nous sommes donc dans les années 1880-1885. Les progressistes modérés n'ont jamais autant dominé le game, et on en arrive là donc à la période de la colonisation. Vous avez donc compris, la colonisation est donc l'objet mis en place par les progressistes modérés pour accroître encore l'accumulation du capital. Tandis que, dans la politique intérieure française, inexorablement, se poursuivait la domination complète, vous savez, totale des affairistes. Ces mêmes puissances d'argent avaient fini par découvrir l'intérêt de ce que leur avait proposé Jules Ferry, c'est-à-dire la ruée française et mondiale, la ruée occidentale, sur les peuples sans défense afin de confisquer leurs biens. Donc ce que nous appelons aujourd'hui la gauche, en réalité, c'est la gauche modérée. C'est ce qu'on appelait alors le centre-gauche. Ce sont les progressistes modérés, en opposition aux progressistes extrémistes, qu'on appelle la gauche extrême, qui, à l'époque, dans les années 1880, était incarnée par des acteurs tels que Jules Guesde, par exemple, et d'autres tels que Blanqui ou Jules Vallès. Les progressistes extrémistes ont donc perdu le pouvoir, les progressistes modérés dominent le game, c'est la fin. La colonisation est en marche, les bourgeois sont au summum de leur art, et la population est absolument exploitée. À l'Assemblée nationale, pour la première fois, les républicains, et principalement les socialistes parlementaires, donc plutôt du centre-gauche, prennent le pouvoir et mettent en place une législation qui amplifie davantage l'exploitation des plus miséreux.
Cette situation est le prélude, vous l'avez compris, de l'avènement du communisme, qui est un peu en retour en force des progressistes extrémistes pour reprendre le pouvoir auprès des progressistes modérés. Donc, lorsque l'on parle de Troisième République, puis de Quatrième République, vous devez comprendre que ce sont les socialistes parlementaires du centre-gauche qui en ont été à l'origine, en opposition aux progressistes extrêmes qui étaient de la gauche extrême. Donc, tous les personnages qui seront évoqués pendant la chronique, Jules Ferry, Eugène Etienne, Delcassé, De Chanel, etc., ce sont donc des progressistes modérés qui ont saisi que la colonisation permettrait d'avoir accès aux ressources naturelles à bas coût et constituerait un débouché parfait pour des produits manufacturés de très basse qualité. Tout ceci, bien évidemment, pour faire du profit et augmenter l'accumulation du capital. C'est en 90 que s'était constitué un comité de l'Afrique française. Et il faut que je vous dise, le texte même de leur rédaction, ils avaient dit, il va sans dire que le but du comité constitué est constitué dans une pensée purement patriotique. Un but absolument désintéressé, étranger à toute préoccupation d'affaires, et n'ayant d'autre souci que de servir la cause de l'influence française. Alors c'est très intéressant de voir quels étaient les membres de ce comité de l'Afrique française qui n'avaient aucune préoccupation d'affaires. C'était M. Jules Siegfried, l'industriel, enfin le négociant du Havre. C'était M. Hénard, qui était banquier à Lyon. C'était M. Louan, qui était manufacturier à Gien. C'était messieurs, comment ils s'appellent, Crouan et Permézel, respectivement président de la Chambre de commerce de Nantes et de Lyon. Et c'était M. Charles Roux, député centre-gauche naturellement, futur président de la Transatlantique. Ça, en 90. Alors voilà que va se constituer aussi maintenant à la Chambre ce que l'on appelle le groupe colonial. Les noms sont intéressants. Les noms principaux, c'est Léoncey, l'éternel Léoncey, vous savez, Delcassé, ministre des Affaires étrangères, Deschanel, et un nouveau venu, dont vous entendrez souvent prononcer le nom par moi, qui s'appelle Eugène Etienne. Il y a donc quelques éléments clés qu'on peut tirer de cette histoire. Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a eu abolition de l'esclavage, c'était des progressistes extrémistes qui l'ont mis en place. C'était le cas pour la Première et la Deuxième République. Par contre, la Troisième République, qui était principalement gouvernée par des progressistes modérés, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas perpétué l'ancien système esclavagiste, mais ils sont plutôt partis vers un système de colonisation. Ces gens, les progressistes modérés, sont donc à l'origine de toutes ces idées d'assimilation, et c'est ce que nous allons voir à présent dans notre chronique. Après cette introduction, qui était un petit peu longue, à présent, la chronique. C'est parti. Pour comprendre le panafricanisme réformiste dans ses relations complexes entre le centre-gauche, puis la gauche modérée française, et les élites africaines partisanes de l'Union française, il faut remonter au début de l'épopée coloniale française en Afrique. En France, entre la déclaration de la Deuxième République en 1848, ayant conduit à l'abolition définitive de l'esclavage dans les terres d'esclavage francophones, et la capitulation du Second Empire en 1870, suite à la défaite de Sedan face à la Prusse, la question coloniale resta marginale. Quelques expéditions furent conduites le long du fleuve Sénégal depuis les implantations côtières françaises, Saint-Louis, Gorée, Rufisque, sous le gouverneur Louis-Léon César Faidherbe, sous le Second Empire, entre 1854 et 1865. Il faudra attendre la Troisième République pour voir une réelle volonté politique pour l'épopée coloniale. En 1874, Paul Leroy-Beaulieu émit dans son ouvrage nommé « De la colonisation chez les peuples modernes » l'idée d'une colonisation élitiste en Afrique, contrairement à une colonisation de peuplement où une élite minoritaire d'affairistes, des bourgeois, investirait en Afrique avec des transferts de capitaux afin d'en tirer des produits nouveaux et des nouveaux débouchés ou marchés d'exportation. Tout ceci en apportant bien entendu, se dit-il, les idéaux issus de la Révolution française, à savoir l'universalisme, les Lumières, la civilisation et l'éducation. C'est à partir de 1880 que débuta réellement cette épopée. Portée par Jules Ferry, républicain, laïque et progressiste dans la ligne de Paul Leroy-Beaulieu, la création de l'empire colonial français se fit par la gauche modérée, centre-gauche et contre la gauche extrême de cette époque, Jules Guesde, Jean Jaurès, Clémenceau, et contre la droite monarchiste et catholique, des Rolled. Progressivement, une très grande partie de la droite se fit absorber dans l'épopée coloniale par la collaboration opportuniste de l'Église catholique, Monseigneur Lavigerie et le TOS d'Alger, et aussi la perte progressive des places de droite à l'Assemblée française au grand profit du centre-gauche grâce aux manœuvres républicaines d'Adolphe Thiers. Entre 1885 et 1900, ce fut une ruée militaire française et occidentale sur l'intérieur de l'Afrique et Madagascar, apportant ainsi la civilisation au bout des mitraillettes IRAM et des baïonnettes. Pourquoi cela? En France,
Jules Ferry représentait cette classe bourgeoise républicaine et progressiste qui était déjà incarnée sous la Révolution un siècle plus tôt par les Girondins dans une certaine mesure. Cette tradition bourgeoise de centre-gauche fut portée par des personnages tels qu'Adolphe Thiers, puis ultérieurement lors de la prise en main de la Troisième République par toute une armée de bourgeois. Ces bourgeois créèrent, là où il n'y avait qu'une politique coloniale marginale abandonnée au ministère de la Marine, des structures et des groupes de pression pour une réelle politique coloniale regroupés sous un parti colonial nommé l'Union coloniale. Furent également créés le Comité de l'Afrique française, CAF, en 1890, et le groupe colonial à la Chambre des députés. Le ministère des colonies est créé en 1894, alors qu'avant cette date, la gestion de la question coloniale était attribuée à un sous-secrétariat d'État au ministère de la Marine. À ce moment, tous les éléments sont en place pour débuter la colonisation des terres africaines. Tous ces affairistes bourgeois ne se retrouvent pas qu'en France, mais dans toutes les épopées coloniales des pays d'Europe occidentale. En Angleterre, par exemple, le personnage le plus emblématique de cette classe bourgeoise est Cecil Rhodes, fondateur de la colonie de Rhodésie. En Belgique, le roi Léopold II s'entoura de ce même type de personnage dont le plus illustre fut Albertis. La colonisation, sous la forme que nous connaissons, a été avant tout l'expression internationale de la domination bourgeoise sur les pays occidentaux, qui a formellement débuté dans la première moitié du XIXe siècle avec l'explosion industrielle rendue possible par le machinisme des années 1830, dont l'invention principale était la machine à vapeur. La conception du monde de la part de ces bourgeois est individualiste, commerçante et expansionniste sur le plan industriel et économique. Contrairement à la tradition identitaire de droite, la question raciale ne vient que se subordonner à ses premiers déterminants. Ainsi, lorsque la race est un obstacle à l'expansion économique, on en fait fi. C'est là la base de l'assimilationnisme français, c'est-à-dire intégrer et assimiler, dans la mesure du possible, c'est-à-dire de manière élitiste et individuelle, les autochtones colonisés, dans le but de servir d'abord les intérêts économiques privés, en parenthèse des affairistes, cachés sous l'apparat de la puissance nationale et coloniale française. Le but affiché est bien évidemment les intérêts des territoires colonisés entre guillemets. Ah oui, dans la mesure où ces derniers reçoivent les bienfaits de la civilisation contre les maux qui les rongeaient, c'est-à-dire l'esclavage, la soumission à les chefs locaux, les maladies, l'animisme, le cannibalisme. Bref, le vocabulaire classique du colonialisme français, ou même anglais. Blaise Diagne, sous la Troisième République, puis Senghor et Houphouët-Boigny, sous la Quatrième République, furent donc les créatures africaines de l'individualisme et de l'assimilationnisme bourgeois. Blaise Diagne fut sous-secrétaire d'État chargé des colonies comme le furent ses pères spirituels en quelque sorte, tels que Jean-Étienne, Delcassé, Deschanel, etc. Houphouët-Boigny, dans sa gestion des ministères dont il eut la charge en France entre 1956 et 1960, restera dans ces traditions. La franc-maçonnerie joua pour les républicains un rôle majeur en France dans la lutte entre le progressisme républicain laïque et le monarchisme réactionnaire et catholique. La quasi-majorité des bourgeois progressistes de centre-gauche étaient des francs-maçons et militaient pour la séparation de l'Église et de l'État, suivant un principe laïque. Tel fut l'un des combats de Jules Ferry par exemple. C'est donc dans ce contexte, et par la voie de la franc-maçonnerie, que toutes ces élites africaines de la première heure dans le système colonial français accédèrent à des postes de commandement grâce à leur affiliation au progressisme et surtout à la franc-maçonnerie. Ce fut le cas pour Blaise Diagne, Houphouët-Boigny, Félix Éboué et peut-être même Senghor. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.